Vous avez reçu, Philippe Legrand, un certain nombre de candidats à la présidentielle, 7 candidats pour être précis, leur porte-parole, c'était mercredi dernier, à la fédération, hein, Franum, et vous aviez donc travaillé à leur soumettre un cahier de 30 propositions sur lesquelles ils ont réagi. Et à présent, vous avez un message à faire passer à l'ensemble de ces candidats aux élections présidentielles autour de la place de ces infrastructures numériques dont vous êtes les architectes. Donc, je vous cède la parole ainsi qu'à vos vice-présidents. Tout à fait, merci Sébastien. Effectivement, on a passé une très belle journée mercredi dernier, le 23 mars. Nous avons eu la chance de recevoir 7 candidats ou représentants de candidats à la présidentielle. Il y a eu une animation d'ailleurs de très grande qualité. Je t'en remercie. Et nous avons souhaité, je suis extrêmement bien accompagné parce que 2 vice-présidents d'Infranum, qui d'ailleurs co-président la commission infrastructure fixe, sont présents aujourd'hui pour vous relater un petit peu quelques propositions que nous avons formulées. Le travail qui a été le nôtre a consisté à mobiliser l'ensemble des commissions, des acteurs, des entreprises d'Infranum pour aboutir sur un programme que nous souhaitons voir intégré par les candidats à la présidentielle. Nous avons formulé 30 propositions que vous retrouverez sur notre site. 30 propositions qui ont été adressées à ces candidats et nous avons interrogé l'ensemble de ces candidats pour qu'ils intègrent les demandes et réagissent dessus. C'est ce qu'ils ont fait mercredi dernier. Ça a été une journée assez dense, assez riche. Sur le fond, je dois dire que nous déplorons depuis le début de cette courte campagne, peut-être même peu active campagne présidentielle, nous déplorons que le numérique n'ait pas pris une place plus grande. Nous évoquons le fait sans arrêt que les réseaux que nous construisons en ce moment sont de nature vitale pour notre pays et pour autant, et d'ailleurs tous les enjeux stratégiques que sous-tendent ces réseaux, nous ne voyons pas dans l'ensemble des candidats une prise en compte suffisante. On a un ensemble de propositions pour que nous puissions attendre et construire demain avec la future équipe gouvernementale, la future présidente de la République, des relations très proches. Parce que l'avenir qui est devant nous est loin de remettre des enjeux fondamentaux. On pensait qu'avec François Débit, nous avons réussi. L'essentiel du chemin n'est pas encore. Je pense que nous devons cela investiguer l'infrastructure fixe, l'étude la fin du François Débit, l'extinction du cuivre. Nous avons aussi les data centers de proximité, les territoires connectés, bref, énormément de chantiers qui sous-tendent uniquement les 40 000 ETP mobilisés sur François Débit, mais des centaines de milliers de salariés de notre écosystème. Nous souhaitons aujourd'hui faire passer un message fort aux candidats à la présidentielle. C'est Eric et David qui vont pouvoir s'y employer en relayant quelques-unes de nos propositions qui nous semblent les plus significatives dans le contexte en tout cas des états généraux des RIP de ce matin. Je vais leur donner la parole de suite. Ils sauront beaucoup mieux que moi détailler la nature des propositions. Bonjour à tous. Effectivement, l'ambition est assez élevée, hein, de se peser sur la campagne présidentielle. Bon. Modestement, on a essayé dans le document de recenser les enjeux que l'on voit sur la prochaine décennie. Alors, j'ai vu que la Banque des territoires intervenait tout à l'heure sur les enjeux de la décennie. Je suis impatient. Nous, on a essayé de voir par rapport au contexte, à l'environnement de nos interventions en tant qu'opérateur d'infrastructure, sur quel sujet particulièrement structurant on devait se mobiliser. Et cette mobilisation, elle est évidemment collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut représenter des opérateurs d'infrastructure, mais les solutions sont collectives. Et donc, avec les opérateurs commerciaux, avec l'État, avec les collectivités. Et donc, on a essayé de classer une trentaine de propositions qui nous semblent les plus
tout cas les plus d'actualité. Parmi celles-ci, et qui s'adaptent particulièrement au contexte de la qualité des réseaux et surtout de l'éligibilité aux services qui sont déployés, on a pointé la problématique des infrastructures mobilisables. Donc vous savez qu'aujourd'hui, et c'est une chance, les infrastructures mobilisables sont utilisées pour le déploiement de tous nos réseaux FTTH, et tout particulièrement en zone rurale. On utilise les fourreaux d'Orange, on utilise les poteaux d'Orange, on utilise les poteaux d'Enedis. Et il se trouve que ce mécanisme qui a été imaginé avec une tarification intéressante au forfait rencontre quelques difficultés puisque finalement les infrastructures mobilisables, elles sont mobilisables mais pas pour tout le monde. Et donc à un moment donné, elles n'adressent plus des parties de territoire puisque sur ces territoires, soit il n'y a pas de poteaux, soit les câbles sont en pleine terre, etc. Et ça pose un certain nombre de sujets d'éligibilité au raccordement ou au déploiement ou au raccordement de la fibre en domaine public. Et donc, dans une des propositions qu'on a soulevées, c'est qu'on souhaite qu'on puisse collectivement réfléchir à un mécanisme, un dispositif, un véhicule financier, ad hoc en tout cas, qui soit pour assurer durablement le financement, la réalisation, la maintenance, l'entretien et les extensions de ces infrastructures mobilisables, et notamment le génie civil, qui est l'infrastructure mobilisable reine pour déployer nos réseaux. Et on souhaite évidemment que cette infrastructure puisse, ce mécanisme en tout cas, puisse être le plus rapidement mis en œuvre, puisqu'aujourd'hui, chaque opérateur d'infrastructure se débrouille, je dirais, pour trouver des solutions, soit avec Orange quand c'est possible, soit seul, en finançant les extensions, en finançant le génie civil de raccordement. Et c'est un sujet qui pourra tenir quelques mois, voire quelques années, mais qui durablement ne sera pas tenable. Donc, collectivement, réfléchissons à un mécanisme ou un véhicule qui permet de résoudre cette question du génie civil et de la complétude du génie civil. Bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas trop faim. On vient de faire une proposition sur 30, on va toutes les faire. Non. C'est une plaisanterie. En fait, on va focuser sur 4 points. Dans la continuité, on l'a évoqué un petit peu ce matin. On a un peu parlé de l'extinction du cuivre. Autant, mais il y a une consultation effectivement qui est ouverte jusqu'au 4 avril, je crois, par Orange sur le sujet. Autant nous trouvons que l'extinction du cuivre en définitive ne va pas si vite que ça, parce que quand on annonce qu'à fin 2022, 80% des logements seront équipés, à 2025, 100% des logements, etc. Et perso, nous trouvons que l'ambition, même si je sais que c'est un défi industriel pour Orange, mais l'ambition n'est pas assez forte face à cette extinction qui de toute façon pose des soucis dans son financement, des soucis dans l'exploitation, plusieurs réseaux à exploiter, et comme on l'a vu, une courbe du DSL qui s'écroule face à la pénétration en fibre. Donc autant je trouve, et nous trouvons que ce plan va pas très vite, autant sur le raccordement des immeubles neufs, l'annonce du on ne fait plus rien, débrouillez-vous a été extrêmement rapide. Donc nous souhaitons que dans les propositions de loi, il puisse y avoir vraiment un regard tout particulier sur cet élément-là, en veillant à ce que soit imposé auprès de tous les promoteurs, les opérateurs d'immeubles selon les zones, selon qu'on soit en zone AMI ou en zone RIP, et qu'à partir du moment où une construction neuve se construise, que nous puissions, nous, en tant qu'OI, j'ai envie de dire, ça va un peu parler aux collectivités. Ça me rappelle l'article 49 du Code général des collectivités sur le fait que vous devez déclarer tous vos nouveaux réseaux, etc., aux porteurs du SDAN au niveau départemental ou régional. Ben là, c'est un peu la même chose, qu'ils puissent suivre notre cahier des charges. Et idéalement, il serait bien de fonctionner comme ça a toujours été fait sur le cuivre, que nous puissions, nous, par nos équipes pressantes sur le terrain, réaliser les colonnes montantes afin d'être dans une ingénierie parfaite. Parce qu'aujourd'hui, certains quand même essayent de faire les choses,
le font. Nous, on arrive, ça ne nous correspond pas du tout, donc il faut recommencer. Donc là, c'est vraiment dommage. Donc il y a un élément là-dessus. Et juste un petit message au passage, en marge, mais parce que je l'ai entendu ce matin. Et pareil, on a l'extinction du cuivre d'un côté, toutes ces colonnes montantes. On parle aussi beaucoup d'environnement. Et je passe un petit message aux opérateurs, parce que je t'ai entendu le dire, Eric, ce matin, mais ça me titille depuis longtemps. Essayons de ne pas refaire je parlerai du stock cet après-midi, hein, c'est encore un autre sujet. Mais l'ARCEP nous a demandé, et à juste titre, de faire une offre à destination des opérateurs commerciaux pour qu'ils puissent adresser les entreprises, une offre FTTE. Il serait pas mal d'éviter de construire des infrastructures en double de celles construites par les collectivités dont nous sommes les délégataires. Voilà, donc pour s'éviter, je sais pas, on parle de l'époque du grand gaspillage pour respecter l'environnement, ça commence par là. Voilà, juste ce petit message en passant. Bon, on a le droit de passer des petits messages en plus. Ça c'est bien. Ah, mais si je te passe la menace. Ah merde. Alors, on a continué à phosphorer, évidemment. Et on a pointé du doigt collectivement une sorte de dysfonctionnement qui est assez naturel, qui est que il faut que la communauté des acteurs des infrastructures prenne en considération que le monde a un peu changé. Ça, c'est toujours difficile de prendre en considération que le monde a changé. Et on a des sujets sur la résilience des réseaux. Alors, résilience des réseaux, ça a été évoqué tout récemment. Donc, c'est surtout sur quelque chose d'assez pragmatique, qui est la gestion de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, le monde était simple. Enfin, simple. Je sais pas si c'était simple. En tout cas, il y avait un opérateur. Il y avait une crise. C'est comme avec l'électricité, il y a un acteur. Et cet acteur était en charge du rétablissement de l'infrastructure, en coordination avec les autres détenteurs d'infrastructures et en coordination avec tous les services de l'État qui, sur une opération comme ça, étaient mobilisés pour que la gêne ou les dégâts soient les moins importants possibles et que les services soient rétablis le plus rapidement possible. Donc il y avait une mobilisation collective extrêmement efficace qui répondait pleinement à l'enjeu de rétablissement de l'ouvrage et des services. Et aujourd'hui, lorsqu'on a une crise, on a bien sûr, chaque opérateur d'infrastructure a un plan de continuité d'activité. Néanmoins, aujourd'hui, dans les préfectures, l'opérateur qu'on va appeler parce que il y a eu des problèmes, il y a une tempête, il y a eu un incident climatique particulier, etc. L'opérateur d'infrastructure qu'on va appeler, c'est Orange. Et les services de l'État sont aujourd'hui n'ont pas encore franchi le pas du fait que, qu'on le veuille ou non, le territoire avait été découpé en X parcelles et que ces X parcelles étaient opérées par différents opérateurs d'infrastructure et que ces opérateurs d'infrastructure étaient en charge de rétablir le service, évidemment. Ça, c'est les obligations que l'on a et on les porte. Mais que si tout le monde se mettait au service aussi, mobiliser collectivement ses énergies et ses moyens, eh bien, on pourrait plus facilement se coordonner avec un Enedis, avec un Orange si nécessaire, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à... Alors nous, on a modestement appelé ça un Grenelle de la résilience et de la souveraineté. C'est parce qu'on est des gens simples, voilà, des gens simples. Néanmoins, c'est pour préciser le périmètre c'est-à-dire que les opérateurs d'infrastructure ne pourront pas faire tout seuls. Et il faut que désormais tout le monde se mette dans la même trajectoire. Et cette trajectoire, elle doit être discutée au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau des services qui sont en charge localement d'accompagner le rétablissement des crises. On fait des efforts qui vont bien, notamment les plans de continuité d'activité, qui n'étaient pas nécessairement des choses qu'on avait parfaitement anticipées dans nos projets. Eh bien, il faut que maintenant on marche ensemble vers cette organisation, cette réorganisation des dispositifs de gestion de crise ou de sécurisation des systèmes d'information aussi, et ça peut valoir aussi pour les cyberattaques dont on est victime à peu près tous les jours. Donc voilà, c'est la proposition numéro 8 parmi les 30.
que je viens de- que vous retrouverez dans vos sacs, puisque vous avez les 30 propositions qui vous sont voilà, présentées. Peut-être un dernier mot de tous les deux, il nous reste 5 minutes. David? Alors juste Eric, tu ne crois pas si bien dire quand on en a parlé ce matin, mais au moment de la tempête Alex, pour information, donc nous sommes délégataires du département des Alpes-Maritimes, et donc pendant que le préfet et Orange justement faisaient une réunion de crise sur le sujet, nous on n'était même pas convoqués, et c'est nous qui étions sur le terrain, parce que tous nos réseaux, les deux NRO de la vallée de la Roya et de la vallée de la Vésubie, avaient été emportés par la coulée, donc on avait nos équipes sur le terrain qui se démenaient comme ils pouvaient pour tirer des câbles qui traînaient sur le sol, etc., pour essayer de rétablir un minimum de réseau là où il était encore possible de le rétablir, parce qu'à certains endroits, de toute façon, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Mais effectivement, on n'était pas identifié parmi les acteurs pour aller faire partie, j'ai envie de dire, d'une équipe de choc pour aller, en cas de crise, dépanner un réseau. Donc là, je reviens à la 9e proposition. Je la lis telle quelle et je la commande juste après, mais c'est mettre en place les mécanismes financiers pérennes reconnaissant la diversité des contextes d'exploitation pour assurer l'économie de long terme des réseaux en zone rurale. Donc en gros, ce qu'il faut lire derrière cette proposition-là, c'est qu'en définitive, le modèle, alors moi pour le coup, hein, je suis admiratif du modèle français qui a été monté entre la ZTD, la zone AMI, la zone RIP. Au moins, on a monté quelque chose qui marche, qui est un exemple pour le reste de l'Europe et le reste du monde. Mais tout ceci a été construit après un modèle que l'on connaissait tous d'un opérateur d'infrastructure télécom unique, avec un opérateur d'infrastructure d'énergie unique, et avec un modèle particulier, avec le fait de tout gérer de A à Z, avec une sorte d'économie d'échelle, etc., qui faisait que quand vous êtes le seul à pouvoir toucher votre réseau, exploiter votre réseau, vous avez une certaine maîtrise dessus et peut-être une meilleure gestion de ses coûts. Aujourd'hui, nous avons un modèle bien différent, où nous avons les opérateurs de RIP qui assurent l'infrastructure, mais qui s'appuient également sur des infrastructures qui appartiennent à Orange, des infrastructures qui appartiennent à Enedis. Vous avez aussi multiples intervenants qui interviennent sur les réseaux en termes de stock. Et puis, nous avons construit des réseaux en zone rurale, dont la distance en mètres linéaires par fibre, par habitation, pardon, en fibre. Tu citais le chiffre souvent, Eric, tu l'as mieux que moi, mais bon, c'est largement 10 fois supérieur à la distance que l'on a en zone AMI, et je ne parle même pas des zones très denses. Et donc tout ceci tend à démontrer que de toute façon, on peut pas se comparer au modèle d'avant, et que l'exploitation des réseaux en zone rurale coûtera plus cher. Alors là, pour le coup, on n'estime pas qu'il faut un fonds pour compenser, parce qu'un fonds, on parlait du FACÉ tout à l'heure, ça a un intérêt pour aller au bout du bout, maintenir les infrastructures, les appuis communs, etc. Mais pour cette exploitation, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça devra se retranscrire dans les coûts que nous appliquerons, les tarifs que nous appliquerons sur la base de nos coûts, pour être précis, que nous devrons appliquer en zone rurale pour équilibrer ce modèle et assurer pour l'ensemble des habitants la meilleure qualité de service possible. Car pour bien travailler, mon actionnaire dit souvent, il faut gagner de l'argent. Merci David Elfassi. Le mot de la fin, Philippe Legrand. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir permis de présenter 4 de nos 30 propositions. Vous le savez, les propositions qui ont été formulées instaurent un dialogue avec nos futurs interlocuteurs. Il y en a une d'ailleurs qui est tout à fait transversale, qui consiste à demander un ministère de plein exercice sur l'aménagement numérique. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez dans l'illustration des 4 propositions est criante, c'est que il nous est parfois compliqué de nous adresser à l'État, qui devrait être un et indivisible, mais qui en fait est un peu pluriel. Et la coordination des services de l'État, alors est de mieux en mieux orchestrée. Nous participons, et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous participons très activement au comité stratégique de filière. Donc ça commence à être un peu mieux organisé. Pour autant, la multiplicité des intervenants rend l'exercice compliqué pour nous, et c'est pour ça que nous serons très désireux d'avoir un ministre alors on dit de plein exercice, mais en tout cas avec un ministère suffisamment organisé pour assurer la transversalité au sein de tous les services de l'État. Vous retrouverez ces 30 propositions. Nous verrons si, à l'issue du quinquennat qui débutera bientôt, elles auront été honorées et si nous aurons été entendus. En tout cas, le chemin est long. Nous passons du sprint à la course de fond. Et c'est bien l'enjeu maintenant des années qui s'ouvrent devant nous. Merci à tous. Merci beaucoup.